Dans certaines classes, expliquer la théorie de l'évolution peut rapidement devenir un calvaire. Pas seulement au niveau de la difficulté de la matière, mais parce que c'est un point de friction entre science et religion. D'un côté, la démarche rationnelle et les savoirs démontrés, de l'autre, des croyances religieuses qui structurent parfois profondément l'identité des élèves. Dans cet épisode de Zoom, je rencontre Fawzia Charfi, physicienne et intellectuelle engagée, pour analyser un cas concret. Comment enseigner Darwin sans manquer d'exigence, ni parler de science sans humilier. On explore ensemble des pistes de solutions pour sortir du conflit. Concrètement, nous abordons un des outils pour gérer ces tensions en classe, sans les éviter ni les renforcer. 2. Aider les enseignants à expliquer ce qu'est la science et comment elle fonctionne, même quand cela remet en question des croyances personnelles chez des élèves. 3. Comment créer les conditions pour que les élèves puissent par eux-mêmes comprendre la distinction entre science et croyance lors d'une enquête en sciences. Bref, comment résoudre les conflits entre science et religion une bonne fois pour toutes, c'est tout de suite avec Fawzia Charfi. On va poursuivre avec une deuxième interview, un peu plus courte, mais sur des aspects très concrets que des enseignantes et enseignants peuvent vivre en classe. Alors l'idée, c'est qu'on a travaillé à l'université de Bruxelles sur une piste didactique et j'aimerais bien te la présenter, lire un passage et voir ce que tu en penses et comment toi tu ferais. Alors tout au long du parcours scolaire, des élèves, des conflits entre croyances et sciences peuvent se manifester. Pour initier notre proposition de piste didactique, nous allons présenter un cas concret et puis ensuite nous allons développer une solution que des enseignants peuvent essayer d'adopter dans leur classe pour sortir d'un conflit qui émergerait entre science et religion. Le cas concret, c'est d'expliquer à l'aide d'un arbre phylogénétique, donc l'arbre de l'évolution des vertébrés par exemple, dans la théorie de Darwin, expliquer à l'aide d'un arbre phylogénétique que la classification scientifique actuelle des êtres vivants se fonde sur la théorie de l'évolution. À la lumière de la théorie néo-darwinienne, critiquer les arguments développés dans d'autres théories, par exemple le fixisme, le créationnisme et le lamarckisme. Pour en prendre une ou deux pour les illustrer, le lamarckisme qui proposait que les girafes, en tirant sur leur cou pour attraper les feuilles d'eucalyptus, évoluaient et leur cou grandissait. S'adapter, oui, c'est ça. Forcément, ça va à l'encontre de la proposition de Darwin, vu que ces évolutions se font de génération en génération, et si mutations il y a. C'est ça. La théorie fixiste, elle prétend que tout a été créé comme être vivant, comme on est maintenant sous notre forme actuelle, et que rien n'a évolué, et donc, ce faisant, rejette complètement toutes les théories évolutionnistes. L'idée dans ce cas-là, parce qu'on se rend compte quand on est en classe, tu as enseigné, toi aussi, et beaucoup plus que moi d'ailleurs, moi j'ai enseigné déjà 4 ans, on se rend compte que quand on est dans un conflit comme ça, il est d'abord un conflit lié aux affects et à l'émotionnel, et qu'il est sans doute d'abord urgent de sortir de ce côté affect et émotionnel, et comme tu le disais tout à l'heure très bien, que la chercheuse ou le chercheur n'est pas dans l'émotion, donc sortir de ce côté émotionnel, pour éviter une opposition d'ego ou émotionnel. Et nous, ce qu'on propose, alors c'est une humble proposition, mais c'est de faire une parenthèse sur le cours, de mettre le cours entre parenthèses, et d'ouvrir une parenthèse épistémologique. C'est un mot un peu barbare finalement pour dire c'est quoi la science et qu'est-ce qui fait la science par rapport à une croyance. L'idée aussi était essayer d'aborder ce qui fait l'esprit critique, parce qu'on parle souvent d'esprit critique, on dit un petit peu partout dans des enseignements modernes qu'il faut développer l'esprit critique, mais ça paraît d'être quelque chose d'assez intangible, et donc on offre aussi des outils pour que l'enseignant puisse expliquer ça concrètement à ses élèves. Je mettrai des documents dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce que tu penses du coup de cette parenthèse, de stopper le cours, essayer de sortir de l'émotionnel
et d'expliquer à des jeunes élèves ce qu'est la science. Est-ce que tu as des idées par rapport à ça? Moi, je suis d'accord. La parenthèse, elle est nécessaire. Parce que l'idée, c'est pas de faire comme s'il n'y avait pas de problème. L'idée, c'est effectivement, finalement, quand on enseigne les sciences au niveau du lycée, c'est pour former nos enfants à l'esprit critique. Moi, si je parle de la science comme ça, chez nous, et que je regrette certaines choses, c'est parce que je veux qu'ils soient créateurs de sciences. Bon, c'est le problème de tous les pays aujourd'hui. Donc cette parenthèse, justement, elle est nécessaire pour expliquer c'est quoi cette démarche scientifique. Elle n'est pas facile, c'est un long chemin. Donc cette parenthèse, peut-être qu'elle ne suffira pas, mais déjà, on va commencer à dire, bon, le chercheur doit être distant déjà par rapport à l'objet. Quand on parle par exemple des débuts de l'optique, avec Alhazen, qui est l'inventeur de l'optique, quelle a été sa démarche? C'est de regarder la lumière comme un objet indépendant de lui, alors que les anciens pensaient que la lumière sortait de l'œil. Et d'imaginer un dispositif expérimental qui va lui permettre d'analyser cet objet qu'est la lumière. C'est cette distance du chercheur. Ou bien, dans d'autres domaines, bon, quand on parle des sciences de la vie, c'est plus difficile. Parce que, voilà, c'est une science historique. La théorie de l'évolution est une science historique. Alors là, justement, ma collègue Saïda Aroa, comme ça, pour ceux qui, on mettra les liens, tu mettras les liens de son travail, s'est beaucoup interrogée sur la manière dont elle peut permettre aux élèves de voir le monde du vivant autrement que en faisant la confusion entre deux argumentaires, l'argumentaire, le référentiel théologique et le référentiel scientifique. Donc éviter cette confusion, science et religion, cette confusion d'explication. Et là, elle a mis en œuvre un dispositif avec des documents donc scientifiques, d'ordre historique et contemporain aussi, et puis une documentation qui est la recherche d'aujourd'hui, ce que le chercheur peut aussi expliquer, bon, l'arbre phylogénétique, elle peut mettre ça à la portée, ADN, mettre ça à la portée des élèves. Mais dans les documents historiques, ça pour moi c'est extrêmement important parce que ça va construire un peu les choses chez l'élève. Et alors, donc, elle a pris des éléments de travail, les documents historiques, à partir d'Aristote. Aristote s'est intéressé aux espèces. Et dans les pays d'islam, il y a eu une série de travaux scientifiques sur la question des espèces, comment les analyser. Il y a Al-Jahid, qui a écrit le grand livre des animaux, c'est un travail considérable. Donc ça c'est le 8e siècle. Après il y a eu les frères de la pureté, il y a eu Ibn Miskawi, Ibn Khaldoun 14e siècle. Tout cela on parlait d'évolution. Donc, et chacun un peu à sa manière, on n'est pas encore à Darwin, et à sa manière scientifique comme ça de bien serrer tous ces problèmes. Et puis elle continue, Buffon, Cuvier, le fixisme et tout ça, et puis Lamarck avec son projet, parce que chez Lamarck il y a l'évolution, mais il y a toujours un projet dans il y a une sorte de finalité, c'est finaliste comme proposition, et puis Darwin. Et elle a fait travailler les élèves sur tous ces documents-là. Le travail a été poursuivi quand même à un certain moment, et le résultat est extrêmement intéressant parce que ces élèves, une grande partie de ces élèves, et on peut lire justement ce qu'ils ont écrit eux-mêmes, ont conclu que si on se met
dans la peau du chercheur, on voit les choses autrement que lorsqu'on est là à se dire, mais oui, alors entre la religion et la science, qu'est-ce que je vais choisir? Mais le chercheur, lui, il analyse, il cherche, il trouve. Et ça, je trouve que ces mots-là que les enfants, les lycéens, les jeunes utilisent, c'est vraiment magnifique de se dire, voilà, ils sont arrivés eux-mêmes à se mettre dans la posture du chercheur. À se mettre dans la posture du chercheur. Et c'est ça c'est l'idéal comme situation. Mais je crois qu'il ne faut pas se refuser à faire aussi des parenthèses dans le cours, parce que il faut en savoir. Et malheureusement, voilà, le travail de l'enseignant est toujours un travail ardu, difficile. Moi, j'ai adoré enseigner, ça se voit peut-être, mais c'est ça, c'est du travail. Et là, par exemple, sur la question de l'évolution dans nos pays, je viens de citer des auteurs de genre 8e, 9e, 14e siècle pour prendre d'autres, qui ont pensé à l'évolution. Et aujourd'hui, les réactionnaires en pays d'islam, les islamistes, les ultra-conservateurs vont dire non, il n'y a pas de... Et ils rejoignent finalement le point de vue des créationnistes américains sur la question. Et il y a des sites islamistes qui sont inspirés des théories des évangélistes, en fait, qui ont rejoint ces théories créationnistes, à part le fait, et ils ont été aidés par des créationnistes, j'en parle dans la science voilée, à part qu'ils ont adapté cela au contexte musulman, parce que dans le récit de l'univers, on va dire, ou du monde, dans la tradition musulmane, il n'y a pas cette origine d'il y a 6 000 ou 10 000 ans, enfin c'est 6 000 ou autour. Donc on peut accepter le Big Bang il y a 13 milliards d'années, mais on va accepter ça, et ensuite on rejoint les créationnistes évangélistes. Donc ça c'est intéressant aussi de montrer comment, voyez, les points de vue d'élèves aujourd'hui de culture musulmane, en fait, ne sont pas basés sur leur tradition culturelle, je dis bien, mais sont basés sur, voilà, des idéologies qui se sont mises en place et qui sont malheureusement largement financées. Donc on va trouver, si on clique sur Internet, on va nécessairement trouver en majorité ces théories créationnistes musulmanes. Mais c'est une aberration. Hein, donc ça, c'est important. C'est vrai que c'est intéressant parce que, voilà, comme tu le dis, si je peux le reformuler comme ça, oui, des islamistes réactionnaires qui ont comme presque seul argument l'argument de Dieu ou l'argument de la tradition, oui, en fait, précisément ici, ne se basent pas du tout sur la tradition. c'est ça. Ils oublient complètement une partie de la tradition, sans doute par ignorance, Oui. mais en plus, ils s'inspirent de chrétiens évangélistes américains, quoi. Américains, et eux-mêmes donc contestés par ailleurs. Oui, Bon, c'est ça. Oui, en plus, ouais. Exactement. Et c'est là qu'on va dire, parce que souvent les professeurs pensent que, bon, je vais expliquer la théorie de l'évolution, Darwin, mais c'est contraire à sa culture. De bonne foi, le professeur peut penser que c'est contraire à sa culture. Mais non, il est en train d'emprunter la culture des créationnistes américains. C'est ça, américains, australiens. Et puis ensuite, on pourrait aussi se poser la question, de toute façon, est-ce qu'il faut, sur ce sujet-là, est-ce qu'il faut ménager les élèves, et est-ce qu'il faut se dire, je ne veux pas le bousculer, et ça rejoint sans doute ce qu'on disait tout à l'heure, à la fois être dans quelque chose de confiance, et donc bien sûr de respecter son élève, mais peut-être que certains, par trop de respect ou de bienveillance, ne vont pas aborder ce sujet, et donc s'exclure, enfin s'auto-censurer, et ne pas parler de ça. Mais j'imagine que tu seras d'accord avec moi que ce serait terrible de faire ça. C'est terrible de faire ça. Et ce qu'il faut, c'est avoir justement cette relation, cette interaction avec l'élève, pour lui dire, voilà, moi, je vais te conduire, je vais vous conduire petit à petit à essayer de comprendre les choses, parce que
Sinon, ben voilà, la science, il faut se l'approprier pour avancer. C'est vraiment très très intéressant de voir comment on peut réfléchir à la manière dont on peut amener les élèves à changer de point de vue. Parce que c'est ça finalement, c'est comment les amener à voir les choses autrement, à refuser en eux-mêmes cet amalgame, se dire mais où est-ce que je suis, qu'est-ce que je dois penser, etc. Et c'est ce chemin. L'idéal, c'est bien sûr, est-ce qu'on peut faire ça sur toutes les questions? Mais bon, comme tu disais, l'enseignement c'est sur des années, hein, c'est ça, il faut se dire. Alors moi j'ajouterais autre chose. J'ajouterais autre chose à propos de cet esprit de la science et cette expérimentation en pays d'islam, c'est que la pensée critique a existé en terre d'islam. Et on n'en parle pas suffisamment. On n'en parle pas suffisamment chez nous et on n'en parle pas suffisamment ailleurs que chez nous. Et on pense toujours que voilà, de toute façon, c'est leur tradition. Mais leur tradition, il y a aussi une pensée critique en terre d'islam. Alors évidemment, c'est pas celle-là qui l'a emporté, mais à travers les siècles, dans toutes les civilisations, voilà, parfois il y a des chemins difficiles. Et il y a justement, alors ça ne veut pas dire justement que ces penseurs ont été acceptés, mais qu'est-ce qui est le point commun de tous ces chercheurs, d'abord? C'est de refuser les préjugés et les tabous, de réfléchir comme voilà, des penseurs libres et de prendre aussi, de se prendre la liberté, par exemple, pour un certain nombre, d'étudier le texte sacré, le texte coranique, comme un texte, voilà, qui peut être examiné en tant que chercheur. C'est-à-dire, là, ce n'est pas la démarche du théologien, ce n'est pas une exégèse du texte coranique, non. Mais c'est un point de vue sur le texte coranique d'un chercheur, par exemple, qui va analyser l'aspect littéraire du texte coranique, ou qui va analyser justement les légendes qui sont décrites dans le texte coranique. Donc, comme il peut y avoir d'autres chercheurs aussi qui s'intéressent à l'origine du texte coranique, est-ce qu'il y a eu plusieurs versions, etc. Ouais. Et ça c'est très important aussi. Je pense que les enseignants, qu'ils enseignent en Tunisie ou en Belgique ou ailleurs, qu'ils aient aussi un peu de bagage sur ces questions-là. Parce que, voilà, moi je ne suis jamais pour la confrontation avec l'élève. Ce qui m'intéresse, c'est comment il va évoluer, comment il va se comporter après dans la société. On ne peut pas avoir de nature comme ça l'esprit critique. Il faut avoir déjà lu aussi peut-être des textes un peu contradictoires, savoir c'est quoi en fait la controverse. L'esprit de controverse, c'est très intéressant. Je ne sais pas, moi il y a une question par exemple que je trouve passionnante, les controverses. La controverse autour du vide. Est-ce que le vide existe ou n'existe pas? Ça a duré des siècles. Et ça, justement, c'est deux points de vue qui se sont opposés de personnes qui réfléchissent. Donc, il n'y a pas nécessairement comment dire, c'est pas nécessairement conflictuel, mais c'est... Il y a une controverse, il y a une opposition. Il y a une opposition. Donc ça, moi, je pense que ça peut être intéressant, voilà, de montrer aux élèves que, effectivement, il y a des questions sur lesquelles on n'a pas été d'accord pendant des siècles. Et puis, voilà, petit à petit, les choses se sont précisées, on a fait des expériences, voilà, c'est Pascal, et c'est la question du vide, enfin bon, et la pression atmosphérique, enfin, on enrichit tout ça. Je pense que c'est par l'enrichissement des connaissances de l'élève qu'on lui explique c'est quoi cet esprit critique, c'est quoi, comment on dépasse certaines interrogations ou certaines réticences à accepter
tel point de vue plutôt que tel autre. Ou certains lieux communs, comme tu disais. Ou certains lieux communs. Ouais. Par exemple, quand on lit Darwin, bien sûr, on ne va pas demander à des élèves de lire ces pages extraordinaires. Hein, Darwin, c'est vraiment extraordinaire de le lire en français. Hein, je parle de traduction de Darwin. Mais par exemple, il a un chapitre dans l'origine des espèces sur de la difficulté d'expliquer les organes complexes. C'est lui qui parle de difficulté. Lui a traversé cette période d'interrogation, etc. Il parle de l'œil, comment l'œil, cette théorie d'évolution qui va s'appliquer à l'œil, à l'organe, l'œil qui est un organe très complexe, et on pourrait dire comment, après tous ces mécanismes, en fait, de mutation et tout ça, comment ça a évolué. Comment ça a évolué. Ça paraît fou. Ça paraît incroyable d'arriver à un tel résultat. Peut-être choisir comme ça quelques paragraphes de ce... Parce que je pense que c'est différent. L'idéologie, c'est du matraquage. La science, c'est l'opposé. C'est un long chemin d'apprentissage. Ça me fait penser, tu dis qu'il y a ce côté un peu la facilité du matraquage peut-être. Oui, de l'idéologie. Sachant que dans l'idéologie, il y a aussi un peu ce confort des certitudes, et c'est parfois facile de rester dans des certitudes, et très inconfortable de sortir de ces incertitudes. Et sans doute qu'il y a un enjeu là, comme tu l'expliques si bien, qui est le nœud de plein d'autres problématiques, c'est que le doute, qui est quelque chose souvent ou toujours présent en science, le doute c'est inconfortable. Et donc amener à expérimenter, à vivre ce doute, déjà il faut être accompagné et se sentir en sécurité même, dans la relation avec ses proches ou avec l'enseignant. Et donc déjà si on n'a pas cette relation aussi peut-être de confiance, on n'aura pas envie d'aller tenter ce doute parce que c'est inconfortable et parce que l'être humain a peur de parce qu'on a besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est ça. Et alors là, tout à l'heure j'ai parlé d'un savant du 8e, 9e siècle, El-Jehd, donc qui s'est intéressé aux espèces et qui s'est beaucoup intéressé, il était mu'tazilite, c'était un rationaliste. Et justement, il opposait le doute à la certitude. Il dit, la certitude, c'est ce que c'est. Alors que le doute, il y a plusieurs échelles. C'est pas simple, justement. Et c'est ça. C'est que tous ceux qui ont essayé de parler du doute ont eu cette volonté de montrer que ça n'est pas aussi simple d'être dans le doute, je doute pas pour le plaisir de dire non, mais je doute pour essayer de mieux comprendre et d'être sûr d'avoir compris aussi. C'est ça, parce que c'est pas non plus un doute fatal de dire je doute de tout. Voilà, je doute de l'homme qui est passé sur la Lune. Donc voilà, vous voyez, j'ai l'esprit scientifique puisque je doute de ça. Je doute de tout. Non, mais là, il n'y a pas de doute. Ouais. Il faut absolument expliquer aux élèves que voilà, la sphère scientifique, elle a son autonomie. C'est dans ce cadre-là qu'on peut comprendre les choses et qu'on peut aussi réellement devenir aussi créateur de science, parce que c'est la même chose. C'est comme si on va continuer à croire que le climat, ou la météo, il va faire beau, on va croire au miracle, à toutes les... Non, c'est une manière d'être. Le fait de penser réellement que la science est autonome, c'est toute une vision différente. Bon, après, moi j'aime beaucoup l'attitude de Abd Selem, qui était prix Nobel de physique en 1979, très croyant, qui s'affichait très croyant, et qui disait, voilà, moi j'ai fait de la science, j'ai eu le prix Nobel avec d'autres collègues, ils étaient 3, ils n'avaient pas les mêmes convictions que moi, on n'était pas dans la même attitude spirituelle, mais on a fait le même chemin sur le plan scientifique. Quant à l'attitude spirituelle, ben là, chacun suit son chemin personnel. On est hors de ce cadre-là. On peut être émerveillé par le monde, par la science, mais après, il y a un moment où je quitte
mes camarades, où chacun prend sa petite voix personnelle. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut transmettre à l'élève. Parce que c'est pas une réaction à, voilà, l'un est croyant, l'autre est athée. Non, ça c'est leur petit chemin. On peut en parler après, on peut en parler. Mais à ce moment-là, on est dans un autre débat. Et je pense que c'est ça que l'élève doit comprendre. Oui, après, on peut parler de ses convictions, de sa manière d'appréhender comme ça l'univers, sur un point de vue personnel. Mais ça fait partie de la relation de confiance entre le professeur et l'élève. Mais le professeur doit aller au bout. Il ne doit pas le lâcher, l'élève, comme ça, en n'allant pas au bout de ce qu'il a à dire à son élève. Merci beaucoup, Fawzia. Merci, Jérémy. Pour ton accueil et toutes tes réponses très très riches. Merci à vous tous.